Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui arrivent et qui gagnent les élections. C'est le peuple qui reste souverain, c'est le peuple qui décide. On ne peut pas dire aujourd'hui que non, le pouvoir doit basculer dans l'opposition. Ça ne s'est fait nulle part. Ce sont les peuples qui choisissent les responsables par le biais des élections. Et donc on attendra de voir un peu ce que le peuple congolais décidera en 2016. À la présidence. Mais je dis, au niveau politique, moi, je ne sais pas. Donc, je pense que c'est à lui, aujourd'hui, de pouvoir décider. Mais personnellement, je me dis, si je devais choisir, je préférerais que les docteurs restent à soigner les femmes. Parce qu'on a besoin des gens de la société civile, des gens comme lui, pour pouvoir faire le travail. Parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qu'on doit soigner, qu'on doit opérer. Mais bon, ma foi, si jamais il va en politique, est-ce qu'il va continuer à faire le travail pour lequel on les connaît, pour lesquels il a cette expertise? Je ne sais pas. Mais bon, là, de la Belgique, vous qui l'avez plébiscité, vous qui avez demandé qu'on ne vote pas les partis démocratiques, qu'on ne vote pas les Congolais et que tout le monde vote pour le Bart de Wever, j'espère qu'aujourd'hui, vous êtes en train de réaliser ce que vous avez fait comme erreur en portant des gens comme ça, des racistes, et puis avec des idées d'extrême droite. Je ne sais pas demain ce que... On sait que cela va advenir de communautés étrangères. Il a critiqué le Congo, les Congolais en premier, hein, les Congolais qui l'ont porté, qui ont été au Parlement, qui ont été l'applaudir. Ce sont les Congolais qui ont été critiqués, qui ont été insultés en premier. Et après, il a insulté la communauté marocaine. Et alors là, il remet encore le couvert avec la communauté marocaine. Je dis que j'aimerais bien qu'au niveau du Congo, que les choses marchent. Mais est-ce que l'ambition politique doit nécessairement aboutir au fait que je sois dans l'exécutif au niveau du Congo? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on peut avoir de l'ambition politique. J'ai de l'ambition politique pour le Congo, mais je peux le faire ailleurs. Je peux influencer la politique congolaise en étant à l'extérieur ou en étant ailleurs, que ce soit dans la société civile ou en étant autre. Mais oui, l'ambition politique pour la RDC est là, mais déclinée autrement que dans l'exécutif au niveau de la RDC. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Nous sommes à Bruxelles, nous sommes avec Gisèle Mandaïla. Nous allons parler, nous allons nous entretenir avec elle. Bonjour Gisèle Mandaïla. Bonjour Pasteur. On nous suit partout à travers le monde. Les gens se posent des questions après les élections. Qui est devenu Gisèle Mandaïla? Gisèle Mandaïla est égale à elle-même. Elle continue à faire sa politique. Je n'ai pas été réélue, mais je suis maintenant rattachée au parti où j'ai continué le travail que j'avais fait en 2007-2008 avant les élections de 2009. Donc je m'occupe de tous les dossiers qui concernent les communautés d'origine étrangère pour la présidence du parti. Et je m'occupe de l'association Citoyens sans frontières. Et en même temps, je suis toujours conseillère communale chez moi. Et donc j'ai récupéré la présidence de la section. Et donc voilà, et puis j'attends. Normalement, je dois réintégrer le cabinet du commerce extérieur pour m'occuper de tous les dossiers Afrique, du commerce extérieur. Et comment va votre parti, le FDF? Notre parti se porte très très bien. Je ne sais pas si vous avez regardé, vous avez suivi les sondages. Donc nous ne faisons que monter. En tout cas, le travail de nos deux ministres à la région bruxelloise porte ses fruits. En tout cas, on reconnaît la bonne gestion de nos ministres et de nos mandataires publics, que ce soit au niveau des communes, au niveau de la région. Donc voilà, on se porte très très bien pour le moment et on espère que ça va continuer. À l'ACP, vous avez organisé une rencontre concernant les femmes qui ont été enterrées vivantes à Mwenga. À Mwenga, tout à fait. Et aujourd'hui, après ben voilà, comme vous le dites, c'est au mois d'octobre que ces femmes ont été enterrées vivantes, donc ça fait 15 ans maintenant. Et donc le 5 décembre, nous avons organisé, comme vous l'avez dit, la journée commémorative des martyrs des Mwenga. Et comme on l'avait annoncé, donc il y a des actions qui se poursuivent. Et donc déjà le 30 avril ici, nous allons projeter le film qu'on avait projeté en séquence, en petite séquence lors de notre soirée, le film de Thierry Michel. Et donc là, cette fois-ci, ça va être projeté en intégralité au cinéma Vendôme. Donc nous le faisons le 30 avril à 19 h avec maintenant, comme je vous avais annoncé ces jours-là, avec les bâtonniers de Bruxelles qui nous rejoignent dans l'action
que nous avons lancé, c'est-à-dire la reconnaissance du viol comme arme de guerre et du fémicide. En fait, nous allons annoncer cette demande-là au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire de reconnaître une journée internationale de viol utilisé comme arme de guerre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, comme le pape l'a dit, ça se passe sous un silence international. Nous, on dit ça un silence assourdissant. Bon, voilà, c'est un jeu de mots pour vous dire, voilà, le silence est tellement fort qu'on n'entend même plus. Et donc, voilà, donc nous demandons une journée internationale pour reconnaître le viol utilisé comme arme de guerre, donc le fémicide. Et nous demandons aussi la création du tribunal pénal pour le Congo, à l'instar de ce qui s'est fait pour le Rwanda, avec le nombre des milliers de morts en RDC. Il est anormal aujourd'hui qu'on n'ait pas un tribunal par rapport aux faits qui sont passés là-bas, ne fût-ce que même cet enterrement de ces femmes-là. Je crois que c'est une barbarie qui n'a jamais existé nulle part ailleurs de voir ces genres de faits. Donc voilà ce que nous allons demander. Donc nos actions continuent avec les bâtonniers de Bruxelles, avec l'association des avocats sans frontières, Médecins du Monde, nous-mêmes et certains avocats. Donc voilà, nous allons projeter le film et faire des recommandations. Et puis après ça, nous irons jusqu'à La Haye. Mais bon voilà, il y a un programme qui est établi en fonction de rendez-vous et autres. Et puis nous irons aussi, bien sûr, je vais y retourner dans le Sud Kivu pour continuer en fait l'action et soutenir toutes ces femmes qui ont été victimes des viols, qui continuent à être victimes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impunité totale dans cette zone-là. Et donc voilà, nous voudrions, en tout cas, nous nous battons pour qu'il y ait, voilà, qu'il y ait en fait un tribunal pour pouvoir rendre justice à toutes ces personnes qui ont subi des viols, des violations et cette destruction massive en RDC. Nous allons y revenir. Gisèle Mandela, vous avez été parmi les premiers à dire clairement ou à vous opposer directement au troisième mandat de Kabila. Aujourd'hui, 19-21 janvier 2015, les événements survenus ont bloqué le glissement. Votre réaction par rapport aux événements du 19-21 janvier? Voilà, Pasteur, vous l'avez souligné, j'étais parmi les premières personnes à dire non au troisième mandat, parce que la constitution congolaise dit qu'il ne faut pas de troisième mandat. Et donc c'était clair et net. Et je pense qu'il y avait, on ne pouvait pas tergiverser par rapport à cela, de pouvoir prolonger comme ça les mandats. Je ne comprends pas en fait ces phénomènes, c'est pas propre au Congo, ces phénomènes des présidents africains qui, au bout de 15-20 ans de pouvoir, veulent continuer, alors qu'on voit bien que les situations n'évoluent pas, ne changent pas. Pourquoi nécessairement continuer alors qu'on peut devenir conseiller, on peut se retirer et laisser d'autres personnes venir avec d'autres visions par rapport à ce qui se passe. Donc à force de rester pendant longtemps, on s'enlise. Donc quelque part, on perd un peu le repère. On est là, on ne sait plus ce qui est... En fait, on s'endort un peu sur les acquis. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui en Afrique que les présidents, au terme du mandat, au terme de ce qui est inscrit dans la Constitution, puissent respecter cela. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et comme la RDC, c'est République démocratique du Congo, je pense qu'il est important que les leaders commencent à montrer l'exemple de la pratique de cette démocratie. Donc c'est vrai que les événements du 2021 ont marqué un tournant dans l'histoire de la RDC. Et moi, je voudrais ici saluer tous ces jeunes, toutes ces personnes qui se sont levées pour dire non. Parce que j'appelais ça de tous mes voeux, de demander aux Congolais de pouvoir se lever. Parce que je pense que le combat ne se fait pas à l'extérieur. Le combat doit se faire à l'intérieur. Mais toujours dans le respect des normes, dans le respect des règles, dans le respect de la loi. Et donc je pense que les gens ont démontré une certaine maturité pour dire que non, trop c'est trop, on est fatigué, on voudrait qu'il y ait un changement, on voudrait surtout respecter cette constitution, parce qu'il faut savoir que cette constitution aussi avait été votée suite à un référendum. On a demandé aux Congolais ce qu'ils pensaient de cette constitution. Donc à partir du moment où il y a eu cet assentiment des Congolais par rapport à cette constitution, je pense que un leader politique qui représente un peuple doit respecter la constitution et doit respecter le référendum qui avait été fait pour pouvoir valider cela. Donc je pense que oui, c'est un signe de maturité de la part de la population congolaise de se dire que non, voilà, à un moment donné, stop, nous voudrions un changement
Et je pense que le responsable, les leaders doivent respecter l'opinion publique de son peuple. Donc, après 2016, les pouvoirs doivent basculer dans l'opposition. Je n'ai pas dit que le pouvoir devait basculer dans l'opposition. Et de toute façon, si le pouvoir bascule dans l'opposition, cette opposition devient une majorité. Ah non, j'ai dit en 2016, il faut que les élections se passent de manière transparente et en toute objectivité. Il faut que les choses se mettent en place dignement et que le meilleur gagne. Si ce sont les responsables, les leaders de l'opposition qui gagnent les élections, ah ben, ils deviendront la majorité, on respectera et moi je continuerai à travailler avec ceux qui sont là. Si aujourd'hui ce sont les mêmes qui arrivent et qui gagnent les élections, ah ben, c'est le peuple qui reste souverain, c'est le peuple qui décide. On ne peut pas dire aujourd'hui que non, le pouvoir doit basculer dans l'opposition. Ça ne s'est fait nulle part. Ce sont les peuples qui choisissent les responsables par le biais des élections, et donc on attendra de voir un peu ce que le peuple congolais décidera en 2016. Donc c'est à partir de ces moments-là que nous allons voir qui va gagner. Donc je pense que le pouvoir n'est pas le propre d'un camp ou d'un autre. Le pouvoir doit, en tout cas en démocratie, le pouvoir c'est par le peuple, comme disait Lincoln. C'est le pouvoir pour le peuple, par le peuple et avec le peuple. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, non, le pouvoir doit basculer dans l'opposition ou doit rester dans la majorité. Non. En 2016, on remet tout à zéro, les compteurs sont remis à zéro et les électeurs décident de qui sera maintenant les nouveaux leaders du pays. Vous militez pour les viols, pour beaucoup d'abus. On a découvert plus de 400 corps à Maluku. 400 corps. Selon vous, il faut une enquête parlementaire indépendante, une commission d'enquête ou... Je pense qu'on découvre 400 corps, on ne sait pas, il y a plusieurs versions, donc j'ai appris, parce que je ne connais pas vraiment encore bien le dossier, je pense que le gouvernement dit que non, c'était des personnes, des indigents qui étaient à la mort, donc on a enterré, et d'autres disent que c'était les manifestants du 20-21. Je dis bon, est-ce que c'était, on a tiré sur 400 personnes le 20-21, est-ce que c'est réellement des indigents? Je ne saurais pas le dire, mais je pense qu'il faudrait nécessairement qu'il y ait une enquête pour pouvoir découvrir la vérité, parce que s'il n'y a pas d'enquête, comment on le saura? Donc il y aura deux versions, et alors des partisans d'une version vont se cantonner sur leur version, les autres vont dire la même chose, ils vont se cantonner aussi sur leur position. Donc ce qui est aujourd'hui important lorsqu'on découvre comme ça les charnières, il faut nécessairement mener une enquête pour savoir exactement voilà, qui sont ces personnes qui ont été, qu'on a découvert comme ça dans ces fausses communes. Donc je pense que non, une enquête est nécessaire et à tous les mois, j'espère que l'enquête sera diligentée par une commission indépendante et non pas par une commission qui est acquis à une cause ou à un groupe. Non, là, à ces moments-là, les résultats seront biaisés. Je pense réellement qu'il faut une commission indépendante. Vous travaillez aussi avec le docteur Mukwege au Kivu. Selon vous, actuellement, Mukwege devrait porter une casquette politique pour faire avancer les choses? Je voulais rectifier, le docteur Mukwege travaille à l'hôpital de Panzi et nous, de notre côté, nous essayons de porter son action. Vous collaborez avec... Voilà, on collabore, nous essayons de porter, de faire la promotion du travail et qu'il fait, que ce soit en termes de santé ou en termes de rendre justice, d'où l'action du 30 et d'où l'action du 5 décembre que nous avons initiée et d'où les actions de Pony Maman Tongiboka que nous avons initiées déjà depuis du 30 avec le film, du 30 avril avec le film qui sera projeté à Bruxelles au cinéma Vando Mama Tongé dans le quartier de la Porte des Namur. Et donc c'est une continuité du travail du docteur, une continuité du travail que des femmes ont fait. On a dénoncé ces faits depuis plus de 10-15 ans avec le collectif des femmes congolaises pour la paix et la justice, avec des associations des femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, maintenant on a les porte-étendards à la personne de Dr Mukwege qui porte l'action au niveau international. Tant mieux, mais il faut savoir quand même que ce travail avait commencé depuis longtemps. Et moi je voudrais ici rendre hommage à ces femmes de l'ombre qu'on a tendance à oublier pour porter, tant mieux, hein, on porte le docteur Mukwege, mais il faut vraiment se dire que cette action a commencé avec les femmes de Kivu, les femmes de deux Kivu qui ont commencé à dénoncer ces faits et ils ont sensibilisé les docteurs qui a porté, qui est vraiment le porte-étendard aujourd'hui par rapport à l'impunité, par rapport au viol utilisé comme arme de guerre et à la réparation de ces femmes dans ces coins-là, parce qu'ailleurs il y a d'autres actions qui se font aussi dans la réparation des fistules Kinshasa. Mukwege à la présidence.
Mais je dis, au niveau politique, moi, je ne sais pas. Donc, je pense que c'est à lui, aujourd'hui, de pouvoir décider. Mais personnellement, je me dis, si je devais choisir, je préférerais que les docteurs restent à soigner les femmes. Parce qu'on a besoin des gens de la société civile, des gens comme lui, pour pouvoir faire le travail. Parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qu'on doit soigner, qu'on doit opérer. Mais bon, ma foi, si jamais il va en politique, est-ce qu'il va continuer à faire le travail pour lequel on les connaît, pour lequel il a cette expertise? Je ne sais pas. Mais bon, là, encore une fois, le choix lui appartient. Vous êtes pour Colette Braeckman, mais lui, il dit, j'ai opéré une fille de 8 ans qui, sa mère, a été violée. Je refuse encore d'opérer les petits-fils. Il veut lui-même aussi s'engager pour stopper les choses. Mais enfin, excusez-moi, ce que le docteur Mukwege fait aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas un engagement? C'est un engagement que de pouvoir dénoncer cela. Je viens de vous dire que ça fait plus ou moins 15 ou 20 ans qu'on travaille sur la problématique des viols utilisés comme arme de guerre, des violences faites aux femmes. Que ce soit Christine Descraver qui a commencé avant, que ce soit même Madi Tiembe, les associations, on a été partout, on ne nous entendait pas. Dieu merci, le docteur Mukwege a été sensibilisé, est arrivé, nous a dévancé. Et voilà, parce que c'était peut-être du palpable, nous c'était, comment dire, de la théorie, lui c'est vraiment du palpable, on a vu ça, et par rapport à ça, oui, Dieu merci, il est là, il en parle, mais il y a eu d'autres femmes qui l'ont fait, d'autres associations, des gens qui ont dénoncé cela, on les disait déjà à l'époque, moi je peux encore vous ressortir les interviews et même les articles qu'on a fait avant, en disant c'est pas normal aujourd'hui qu'une femme qui s'est fait violer arrive à un enfant et cet enfant à nouveau s'est fait violer et tout. C'est pas un fait nouveau. C'est pas un fait nouveau, c'est un fait qui date d'il y a longtemps. À Goma, il y en a plein. Et puis alors maintenant, c'est vrai que ces femmes-là, ces enfants-là vont chez le docteur Mukwege qui a découvert. Mais ce sont des choses que nous, on a découvert déjà il y a longtemps. On a dénoncé. Mais malheureusement, personne ne nous entendait parce que, il faut le dire, il y avait encore le Rwanda qui était derrière, qui était en train de mettre pression sur les autorités internationales et on n'écoutait pas. Mais heureusement qu'on a eu le docteur Mukwege qui est arrivé au bout peut-être des combats des femmes, qui lui a saisi cela et maintenant il porte ça haut et fort et nous ne pouvons que l'encourager à le faire et nous sommes derrière lui par rapport à cela parce que bon voilà, lui au moins il est écouté, voilà, on est ensemble avec lui, mais ce sont des choses qui existent déjà depuis longtemps. Moi je me dis sincèrement, je préférerais que le docteur Denis puisse continuer le travail qu'il fait, qu'il puisse dénoncer. Quelque part il sera aussi le garde-fou par rapport au gouvernement. Si jamais le nouveau gouvernement qui arrivera ne fait pas son travail, on a besoin des gens comme le docteur Mukwege qui sont un peu en recul, en retrait par rapport au monde politique pour pouvoir dénoncer et tout, parce que ça a beaucoup plus d'efficacité, on le voit aujourd'hui, ça a beaucoup plus d'efficacité, on en parle aujourd'hui, que si c'est un homme politique, s'il devient politique, je me dis quelque part, ne perdra-t-il pas l'essence même de son travail? Est-ce qu'il sera écouté de la même manière puisque les enjeux seront autres? En étant à la société civile, je pense qu'on est beaucoup plus écouté parce qu'on est, voilà, on a du recul, on est beaucoup plus objectif et tout. Sincèrement, moi, c'est mon souhait. Je dirais, voilà, moi je préférerais que les docteurs restent à continuer à dénoncer tous ces faits-là, à continuer à soigner les femmes, plutôt que de se retrouver dans cet arsenal peut-être politique pour pouvoir... mais bon, voilà. Mais maintenant, je dis encore, c'est pas à moi de décider, c'est à lui. Ça, c'est juste mon souhait parce que en tant que femme, et quand je vois les femmes qui se font soigner, je me dis, si jamais le docteur Mukwege par la présidente, nous perdons un grand médecin qui répare les femmes. Donc voilà, c'est un peu égoïste de ma part, mais je pense, moi, à ces femmes-là, et ça, c'est mon point de vue. Donc maintenant, c'est à lui de voir ce qui est nécessaire et comment est-ce qu'il compte réaménager son engagement ou son combat. Mais déjà là, ce qu'il fait, c'est un grand engagement. Les polémiques sur les propos de Marc de Wever, votre position ou la position de votre parti? Écoutez, nous, on est totalement contre ces propos. Ce sont des propos racistes, mais encore une fois, l'hypocrisie de la majorité est là, en disant, voilà, on reconnaît que ce sont des propos racistes, ça ne peut pas se dire, mais on ne peut pas le condamner, mais on ne peut pas dire, bon voilà, non, ça c'est de l'hypocrisie, et nous, on est totalement contre les propos de Marc de Wever, et nous disons que ce sont des propos racistes. C'est pas une première, hein, c'est pas une première, il a dit pour les Congolais. Puis je me dis aussi là, aux Congolais, je m'adresse à vous, les Congolais de la Belgique, vous qui l'avez plébiscité, vous qui avez demandé qu'on ne vote pas les partis démocratiques, qu'on ne vote pas les Congolais et que tout le monde vote pour Marc de Wever. J'espère qu'aujourd'hui, vous êtes en train de réaliser ce que vous avez fait comme erreur en portant des gens comme ça, des racistes, et puis avec des idées
d'extrême droite, je ne sais pas demain ce que... On sait que cela va advenir de communautés étrangères. Il a critiqué le Congo, les Congolais en premier, hein, les Congolais qui l'ont porté, qui ont été au Parlement, qui ont été l'applaudir. Ce sont les Congolais qui ont été critiqués, qui ont été insultés en premier. Et après, il a insulté la communauté marocaine. Et alors là, il remet encore le couvert avec la communauté marocaine à travers les Berbères. Pour prouver qu'il n'est pas contre les Congolais, ils ont propulsé. Les Congolais pour faire valoir, voilà, pour s'excuser en disant oui, voilà, nous ne sommes pas racistes. Et on l'a propulsé, il est où? Il est où? Il sert de faire valoir, il sert de quelque part, excusez-moi, je vais être un peu dur, il sert de marche-pied pour montrer aux Congolais, ah ben voilà, nous. Et ça, c'est du petit nègre, ça. Cette époque-là est révolue. Hein. Ce sont des pratiques qui se faisaient à l'époque de la colonisation et à l'époque de l'esclavagisme aux États-Unis. Ah, mais vous savez, ah, mais moi je ne suis pas raciste, mais j'aime bien un noir. Mais bon, en fait, ce sont ceux-là même qui sont les vrais racistes. Parce que quelqu'un qui ne l'est pas, ou quelqu'un qui aime, il va trouver ça normal qu'il y ait des noirs, comme dans mon parti, il va trouver ça normal qu'il y ait des noirs, qu'il y ait des arabes, ou qu'il y ait ceci. Mais quand on se dit, ah ben vous savez, hein, moi j'aime bien les noirs, pour preuve j'en ai un, mais c'est vraiment pour se moquer des gens. Et ça, cette attitude-là, le Congolais, ou toute personne d'origine étrangère, doit refuser ce genre d'attitude parce que c'est vraiment se moquer des gens. Et moi je vous dis, ce sont des pratiques qu'on a vues à l'époque du colonialisme, et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui pour essayer de, comment dire, de mettre un peu la poudre aux yeux, de caresser dans le sens du poil pour dire on vous aime bien, il y en a combien, il est le seul. Enfin, excusez-moi, quoi. Enfin. Que devrait faire notre communauté? Par rapport à... Aujourd'hui, notre communauté est nulle part. Que voyez-vous, comment on peut... Au niveau politique? Politique, économique, sociale, culturelle. Ben, écoutez, je pense qu'au niveau économique, il faudrait d'abord qu'on puisse se retrouver encore des métiers, essayer de créer comme ça des fédérations des corps de métiers, des fédérations d'avocats, des fédérations des infirmières, des aides-soignantes, des fédérations ben voilà, je ne sais pas quel métier, ben des transporteurs, il y en a plein. Et essayer de faire en sorte de pouvoir capitaliser les ressources que nous avons, essayer de créer une institution financière qui permettrait éventuellement aux Congolais de pouvoir demain voilà, devenir en fait des acteurs à part entière. La communauté marocaine l'a fait au travers de la banque Wafa. Je ne dis pas qu'il faille nécessairement créer une banque, mais on fait ce qu'on appelle le tontine, les likélimba là. Donc plutôt que de faire les petits makélimba en disant voilà, on va prendre ça pour aller acheter des super wax demain, on va faire ça pour aller faire. Pourquoi ne pas faire des tontines en se disant voilà, l'objectif que nous avons, nous par exemple, l'association des infirmières, c'est d'acheter un immeuble, un appartement où nous allons commencer à faire louer avec en dessous peut-être un rez-de-chaussée commercial où on va créer une société de soins à domicile, donc dans un groupement genre coopératif. Donc là, ça fait une plus-value. Et ben les avocats, ils peuvent faire la même chose. Essayons de faire comme les Turcs. Les Turcs, ils font des cagnottes comme ça, en se disant, voilà, on arrive, on a une personne, quel est votre projet? C'est ça notre projet. Voilà, on achète tel immeuble et tout. La prochaine fois, on achètera un deuxième immeuble de même valeur et tout, mais ça sera pour telle personne, jusqu'à ce que, par exemple, le groupe des 10 ait chacun un immeuble de la même valeur. Mais on a fait ça comment? On a mis ensemble l'argent, on a acheté, on n'a pas dit que c'était à XY, on achètera 10 et puis après, au bout de la 10e, on répartirait. Et les fruits de la location de cet argent permet de rembourser le crédit, enfin une partie du crédit qu'on aura contracté, et le reste, le bénéfice, ça servira à l'achat d'autres. À partir du moment où on aura compris ça et qu'on va commencer par des immeubles, parce que ça, ce sont des choses qui sont beaucoup plus simples, on aura un financement, on aura des capitaux, donc à ce moment les autres vont nous respecter et on aura un pouvoir économique pour pouvoir peser et demander éventuellement aussi qu'on ait un centre culturel africain comme les autres le font. Mais pour ça, il faudrait qu'on se retrouve, il faut qu'on s'entende. Malheureusement, au sein de la communauté, il y a des déchirements inutiles, hein, où finalement les gens ne se mettent pas ensemble. Pourquoi lui? Parce que tout le monde veut un leadership. Or, je pense qu'ailleurs, vous n'entendez pas les Turcs dire oui, c'est d'abord moi, c'est d'abord. Ils sont tous simples, mais
ces gens, quand ils viennent, ils pèsent, ils parlent en termes d'argent, et puis vous vous dites, ah, mais tiens, lui aussi, pourquoi est-ce qu'au niveau du Congo, on ne ferait pas ça? On veut toujours avoir un leadership sans argent. On veut un leadership comme ça, de nom, de titres. Enfin, dépassons un peu ces systèmes de vouloir être président de quelque chose qui, à la limite, n'existe même pas, qui existe entre papa, maman, l'ami, le cousin. On est président de quelque chose. Tout le monde ici, pratiquement tout le monde est président de quelque chose. Oublions ça, venons avec du concret. Et alors, ben voilà, je pense que peut-être c'est aussi à vous, les gens de médias, de pouvoir aider la communauté à pouvoir se structurer. Et on avait commencé avec les CECOP, je pense. Mais bon, voilà, ça c'est tombé à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème de leadership. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Et puis on recrée la même chose. Je pense que c'est pas porteur. Il faudrait qu'on centralise quelque chose et qu'on trouve une personne avec des tournantes. Hein. On n'a pas dit que la personne devait être président à vie. Il faut mettre des règles pour dire, voilà, la personne est coordinateur pour 2 ans, 3 ans, et puis on tourne comme ça, un seul mandat. C'est bon, mais il y a moyen de faire des choses. Mais... Mangaïne, vous avez été ministre en Belgique. Si on vous pose la question, comme vous venez de le dire, avez-vous été nègre de service? Moi, vous me connaissez. Vous voulez-vous que je sois une négresse de service? Je n'ai pas été négresse de service parce que moi, je ne savais même pas qu'on allait me nommer secrétaire d'État. J'étais en lune de miel en Grèce quand on m'a appelé pour me dire, voilà, j'étais élu, j'avais plein pouvoir par rapport à mon ministère. Et que ce soit au parti, pour preuve, ben voilà, au terme de ça, je reste toujours cadre dans mon parti. J'ai été au Parlement, j'ai fait mon travail, mais malheureusement, et ce n'est pas le parti qui nomme les parlementaires, hein, ce sont les citoyens. Les peuples ne m'a pas redonné un deuxième mandat, mais qu'est-ce que je fais? On vous a dit gagnant et puis après, les gens ont fêté qu'ils demandaient la gagner et puis après c'était... Oui, mais bon, ça on ne va pas revenir sur ça parce qu'on sait bien qu'avec le bug qu'il y a eu, si on vérifie, je pense que j'avais été réélu, mais avec le bug là, tous les résultats, tous les votes avant de 12h à 16h n'ont pas été comptabilisés, tous les votes, tous les gens... Il y a eu fraude. Il n'y a pas eu fraude, parce qu'il n'y a pas eu fraude, il y a eu un problème informatique, parce que ça s'est fait de manière informatique. Et malheureusement, comme il y avait une pression, la ministre de l'Intérieur a décidé, on ne travaillait qu'avec les résultats qui avaient été... C'était erreur technique ou bien il y avait des gens derrière? Je ne saurais pas dire, mais pour le moment, je me dis qu'il y a eu erreur technique. On en reste à ça. S'il y a eu des gens derrière, bon, ben, ça c'était la commission qui devait le dire. Et la commission a bien démontré que tout... parce que bon, il y a eu beaucoup de fautes, mais malheureusement, le système fait qu'une fois qu'on a voté au Parlement, on ne peut plus revenir sur les élections. Et la seule chose, donc ils ont fait ça aussi précipitamment, et ça aurait pris 2 mois et 2 mois. Il y avait cette pression-là qui a fait que la ministre de l'Intérieur a décidé qu'on partait juste avec les résultats qui avaient été, entre guillemets, validés, et là où il y a eu des erreurs et tout ça. Donc par exemple, une personne qui aurait peut-être voté, qui voulait voter pour moi, et que le stylo a peut-être glissé, il s'est rendu compte que non, ce n'était pas le nom de Gisèle, a recommencé son vote, mais tous ces votes-là n'ont pas été comptabilisés. Donc vous voyez, donc tous ces changements n'ont pas été comptabilisés, donc je suis sûre que j'avais été réélu, mais malheureusement avec le bug, ça n'a pas été. Donc moi je ne suis pas et je ne serai jamais la négresse du service. Pour preuve, je vous dis, je ne suis pas réélu, mais je suis rattachée au parti, donc je m'occupe de toutes les relations avec la communauté, les communautés étrangères, c'est pas seulement les communautés africaines. J'ai récupéré la présidence de la section, donc on est en train de se préparer pour les élections communales, ce qui n'est pas peu. Et donc voilà, et alors en même temps je m'occupe de relations avec l'OIF, avec la francophonie pour le parti. Donc je ne suis pas la négresse du service et je ne le serai jamais. Votre morale toujours aux Zénith, quel est votre secret? Je crois que c'est le travail, c'est la confiance en soi et la persévérance. Et c'est dire que quand on fait un travail de manière honnête, je pense qu'on a le moral au zénith. Parce que moi, quand je me réveille le matin, que je me regardais dans un miroir, je me dis, voilà, je n'ai rien fait de mauvais. Ce que je fais, c'est juste, ce que je fais, c'est objectif. Et je n'ai pas des casseroles qui traînent dans les placards ou des cadavres qui traînent dans les placards. Donc je suis clean et je pense que c'est ça qui fait que je suis fière de ce que je fais. Très difficile, hein, le travail que j'ai fait avec tous les combats, tout ce qu'il y a comme dénigrement de la part de notre communauté et tout le travail difficile quand on est confronté à ces femmes qui sont violées et quelque part on se sent impuissant parce qu'on n'arrive pas à apporter une solution. Mais bon, je crois que c'est ça qui me motive, c'est ça qui me fait que donc, demain il faut que je me réveille, il faut que je trouve une solution, il faut que j'aille jusqu'au bout de mon combat, même si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ça va marcher. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, on a commencé un combat avec les femmes
par rapport au viol. Aujourd'hui, on a le docteur Mukwege qui a embrayé et toujours, je me dis, ah ben on a commencé quelque chose, c'est bien demain. Si ce n'est pas le docteur Mukwege, il y aura bien quelqu'un d'autre et on va continuer comme ça. Et je crois que c'est ça qui fait que... Pour terminer, vous êtes l'une des personnes, l'une des femmes dans le monde avec Cécile Kyenge qui ont occupé des hautes fonctions dans un pays étranger. Avez-vous des ambitions pour le Congo? Bah écoutez, on a toujours les ambitions pour le Congo dans le sens où on voudrait bien que les choses... Ambition politique. Bah c'est une ambition politique. Quand je dis que j'aimerais bien qu'au niveau du Congo, que les choses marchent. Mais est-ce que l'ambition politique doit nécessairement aboutir au fait que je sois dans l'exécutif au niveau du Congo? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on peut avoir de l'ambition politique. J'ai de l'ambition politique pour le Congo, mais je peux le faire ailleurs. Je peux influencer la politique congolaise en étant à l'extérieur ou en étant ailleurs, que ce soit dans la société civile ou en étant autre. Mais oui, l'ambition politique pour la RDC est là, mais déclinée autrement que dans l'exécutif au niveau de la RDC. Ça viendra peut-être, hein, on a encore le temps. Mais bon, moi, je suis une femme politique, je ne le cache pas. Je me dis ça viendra peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas dans l'immédiat. On vous suit 2 minutes pour convaincre, on vous suit, on vous laisse 2 minutes, on vous suit partout à travers le monde. Bah écoute, voilà, c'est que moi je demanderais en tout cas au niveau des Congolais, c'est de ne plus dormir. Quand les choses ne vont pas en RDC, je pense qu'il faut se lever, mais il faut se lever dans le respect tant des lois, dans le respect même des adversaires, parce que je pense qu'on arrête, il faut arrêter d'insulter. Il faut vraiment venir avec des manières objectives, avec un combat qu'il faut mener, avoir la persévérance de mener ces combats-là à bien. Je pense que c'est comme ça que on vous respectera et qu'on nous respectera. Donc inutile d'aller insulter, mais je pense qu'il faut se lever aujourd'hui. C'est vraiment le moment, c'est le moment propice de pouvoir dire non à une dictature, de pouvoir dire non à la mauvaise gouvernance, de pouvoir dire non à la mégestion du pays, de pouvoir dire non et de dire oui à la démocratie. Donc moi j'invite les Congolais à aller voter à votre âme et conscience et à veiller à ce que les élections se passent de manière transparente et libre. Donc c'est aux Congolais de pouvoir veiller lors des élections pour que les choses se passent normalement. Qu'on vous donne des moyens, qu'on vous donne de l'argent, qu'on vous donne des t-shirts, oui, vous n'avez pas demandé, prenez-le, mais soyez conscient que ces t-shirts-là, vous l'aurez qu'un jour, le sac de riz, vous l'aurez peut-être 2 semaines, mais que c'est pendant 5, 6, 10 ans que votre vie les décisions que vous allez prendre aux urnes, ça va conditionner votre vie pendant au moins un mandat de 5 ans. Donc à vous de voir si vous préférez le sac de riz pour 1 semaine ou vous préférez souffrir pendant 5 ans. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc je dis tout simplement aux Congolais, réveillez-vous et allez voter à votre âme et conscience et votez bien, votez juste pour une vraie démocratie. Merci beaucoup, c'était votre mot de la fin. Merci. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mikro pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche siko nazokende nazozonga Autriche kaka pona mikro pasteur bobo oye eza elengi sukali